Bonjour, je suis Frédéric Serrière. Bienvenue dans ce webinaire, cette conférence en ligne qui a pour titre Comment gagner les concours sur la Silver Economy. C'est valable pour les concours, genre les concours des prix qui sont remis dans les soirées. C'est valable également pour les appels d'offres, les appels à projets, et une partie de ce que je vais vous enseigner ou ce que je vais vous apprendre peut également servir pour trouver des investisseurs de manière plus profitable et plus réussie. Je dis gagner tous les appels à concours car on s'aperçoit à l'heure actuelle que il y a environ 5 ans, les pitchs, les présentations pour des concours étaient réalisées de manière un petit peu artisanale. Or, depuis quelques mois, en tout cas moins d'un an, on voit dans les concours des personnes qui sont très formées, une préparation qui est très importante et qui gagnent de plus en plus les concours. Il y a environ une personne sur 10 qui passe des pitchs que nous avons organisés notamment en Allemagne, qui s'est très bien préparé avec les outils que je vais vous enseigner, en tout cas une partie des outils que je vais vous enseigner. Alors, savez-vous que bien souvent, les gagnants de ces concours, ce n'est pas les meilleurs projets et ce n'est pas les meilleurs services qui gagnent ces concours. C'est-à-dire qu'en fait, entre deux startups ou entre 3 startups qui seront sur le même secteur que vous, celle qui va gagner les concours, ça ne sera pas forcément le meilleur projet. Même si vous êtes en avance dans la réflexion, dans la mise en place de votre projet, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément vous qui allez gagner le concours. Je prends un exemple. Cette année, en début d'année, c'était en janvier, on a organisé un concours en Allemagne qui s'appelle Best Age. Et Best Age étant les silver, les seniors en Allemagne, souvent ce terme qui est utilisé en Allemagne. Donc c'est un concours un petit peu comme le Silver Show et la Silver Night, en petit comité. Comment ça se passe? On a, nous, en tant qu'organisateurs, lancé un concours pour remise de prix dans différentes catégories, donc là il n'y a rien de spécial. Il y a des entreprises comme vous qui avez pu postuler, il y a quelques Français qui ont postulé. Donc un dossier, une vidéo, une lettre de motivation, bon bref, un dossier. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, en tant qu'organisateurs, nous avons trié les dossiers qui étaient recevables et pas recevables au niveau technique. Est-ce que les catégories étaient bien remplies, étaient bien cohérentes? Est-ce que les dossiers étaient bien complets? Est-ce que, voilà, bon bref, une présélection, et ça, chaque concours le fait, parce qu'il y a beaucoup de candidatures. Et ensuite, ce que l'on fait, comme beaucoup de concours, on réunit des personnes qui sont spécialistes dans un secteur d'activité, notamment les seniors, des spécialistes, peut-être des directeurs d'entreprises, des gens qui ont déjà réussi, peut-être des consultants, des dirigeants de cluster, des spécialistes des seniors, même des seniors, en tout cas des représentants d'associations de seniors. Et ces membres du jury, on va les réunir en différents petits jurys d'environ entre 10 et 15 membres du jury. Et vous allez passer, en tant que postulant, devant ces jurys. Et donc là, on avait 4 jurys, donc 4 salles différentes. C'était sur une journée. Il y avait un pitch d'environ 7 minutes. Donc c'est-à-dire qu'en fait, imaginez, vous postulez, vous passez accepté au jury, vous entrez dans la salle avec les membres du jury, vous parlez, vous faites votre pitch environ 7 minutes. 7 minutes, c'est ce que moi j'avais préféré parce que 4 minutes c'est beaucoup trop court et il y a le stress, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout des idées, donc on a fait 7 minutes, mais normalement c'est moins que 7 minutes. Ensuite, vous quittez la salle, vous avez fini, donc il y a des questions-réponses, quelques questions-réponses, vous quittez la salle, et ensuite le jury, pendant quelques minutes, environ 5 minutes, échange, nous échangeons entre le jury échange, moi j'étais le président d'un des jurys, donc je notais pas, et les jurys, chaque membre du jury a une fiche avec les différents postulants, notamment vous, et on a généralement une note de 0 à 5, 5 étant la meilleure et 0 étant le moins bon, selon différents critères que l'organisateur décide généralement. Et ensuite, à la fin donc chaque membre du jury note la prestation, le produit, le service, le caractère innovant, etc., en fonction des critères de chaque postulant, de chaque pitcher, entre guillemets. Et à la fin de la journée, ces fiches sont remises, et c'est l'organisateur, nous-mêmes, qui faisons la moyenne des différentes notes.
Ce qui s'est passé dans le jury en question, mais ça arrive dans pratiquement tous les jurys, c'est que il y avait environ 12 ou 15 personnes, je ne sais plus, 12 ou 15 personnes qui passaient devant ce jury en question. Et celui qui a gagné, c'était l'avant-dernier. Ce qui s'est passé, la chose suivante, c'est qu'en fait, les premiers sont passés, il y avait des très très bons projets, des projets qui étaient très performants, avec très bien validés, on avait fait attention à ce que tous les projets soient très validés, d'un très très bon niveau, certains s'étaient entraînés à pitcher, donc vous voyez très bien qu'il y avait un côté professionnel de la communication. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que le 6e a supplanté tous les autres. Le 6e rentre dans la salle, c'était quelqu'un qui était déjà connu des membres du jury, connu du secteur d'activité, qui a dirigé un haut dirigeant d'une entreprise assurantielle en Allemagne, et qui arrivait comme un boulet, qui a commencé son pitch comme un boulet, c'est-à-dire en fait, il était en lâcher-prise totale. Son produit n'était pas forcément le meilleur, on peut même dire que son produit était légèrement en marge du segment que l'on voulait. Il n'était pas hors champ, mais était vraiment, en tout cas, c'était pas le meilleur projet. Il a répondu aux questions, il était très performant parce qu'il était plus âgé que les autres, il s'était bien fait, moi je le connais, il a pris des cours de coaching, il a des cours de media training, donc il savait comment parler, comment regarder le jury, etc. Une performance exceptionnelle, une voix exceptionnelle, et à la fin, il n'a même pas attendu que je redise merci, vous pouvez y aller. Il a dit écoutez, je vous remercie. Si mon projet vous intéresse, contactez-moi et commandez mon projet. En tout cas, notez-moi mon projet et je serai content si on le gagne. Et il est parti. Il a dit au revoir et il est parti comme ça, sans attendre le feu vert du président du jury que j'étais pour qu'il puisse partir. Là, en fait, il y a eu un bruissement dans le jury, il y a un bruissement, le monsieur est parti, enfin avec son associé, et là en fait, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des jurys se sont laissés avoir psychologiquement par sa prestation orale, et c'est là qu'on voit que la forme compte plus que le fond, et ils ont dû, pour certains d'entre eux, redistribuer les notes, en tout cas redistribuer les notes des précédents. C'est en fait, les précédents, ils avaient noté les précédents en fonction des premiers, imaginez vous êtes jury, vous marquez le premier, puis le deuxième, après le troisième en fonction du premier, deuxième, etc. etc. Et là, comme celui qui venait de voir était largement meilleur en présentation orale avec des slides magnifiques, ils ne pouvaient pas mettre 5 sur 5 à tous les critères, donc ils ont rayé les feuilles pour pouvoir rabaisser les notes des précédents de façon à ce que ça soit un petit peu plus cohérent et qu'il n'y ait pas 5, 5, 5, ou voire même plus 6 sur 5, ce qui n'existait bien pas. Et bien sûr, quand nous on a repris les fiches, on a vu que les trucs étaient barrés, il a fallu refaire les moyennes. Et ce monsieur, en fait, cette entreprise a gagné largement, et d'ailleurs a gagné le premier prix de Best Edge. Ce n'est pas un projet 100% senior, ce n'est pas le meilleur projet, et nous, en tant qu'organisateurs, on était un petit peu gênés, parce que le but d'organisateur, c'est de faire connaître des projets et des services sur la Silver Economy, mais il y avait un règlement qui était officiel, et c'était les jurys qui décidaient, même si nous avions, en tant qu'organisateurs, un droit de regard quelque part, c'est le jury qui décidait, et il a eu largement la meilleure note. Il a eu la meilleure note parce qu'il a fait la meilleure prestation et que ce n'était pas le meilleur produit. Il a eu la meilleure note parce qu'il connaissait les membres du jury pratiquement tous, il les tutoyait pratiquement tous dans la vie, et ce n'était pas le meilleur membre du jury. Donc ça, c'est un exemple très précis, comme quoi ce n'est pas forcément les meilleurs produits et projets qui gagnent, c'est ceux qui font les meilleures prestations et ceux qui connaissent le jury et qui sont fait connaître par du jury. Donc, je vous enseigne un petit peu différents outils que vous pouvez appliquer. Alors, ce webinaire est intéressant si vous êtes dans une ou plusieurs de ces situations. Vous postulez à un concours de la Silver Economy, ou d'ailleurs à un autre concours, c'est valable également, c'est pas forcément valable que pour la Silver Economy. Vous répondez à un appel à projet ou à un appel d'offres. Vous savez, par exemple, la CNAF, par exemple en France, mais d'autres régions d'autres départements font des appels à projets. Vous concourez pour un prix de la Silver Economy, donc là c'est un petit peu différent, c'est que vous cherchez pas le concours mais que le prix. Vous rencontrez des investisseurs et vous voulez améliorer votre façon de pitcher, et vous pitchez simplement. Donc si vous êtes dans cette situation-là, ça vaut le coup de regarder ce webinaire. Si vous n'êtes pas dans ces situations-là, je vous propose de couper ce webinaire, car ce ne sera pas vraiment intéressant pour vous. Il y aura 3 parties. La première partie, des aspects généraux,
qui peut-être certains vont me dire, ou certains d'entre vous vont me dire que que vous connaissez, mais c'est bien de se les rappeler. Ensuite, il y a des choses à faire en amont, si vous voulez gagner les concours, et il y a des choses à faire le jour J pour gagner les concours. Alors, comment a été créé le contenu de ces webinaires? Donc, ça fait moi 20 ans que je travaille sur la Silver Economy. On voit des concours apparaître depuis une dizaine d'années, enfin, des concours bien structurés sur la Silver Economy. Donc, c'est l'analyse des résultats des concours de ces dernières années, c'est l'organisation d'interviews. On a beaucoup échangé avec des appels à projets, avec des responsables dans les départements, responsables à la CNAV, responsables dans les secteurs de prévoyance. On a échangé bien sûr avec les membres du jury, savoir comment ils faisaient pour prendre une décision, pourquoi ils avaient posé ce type de questions. Des fois, des membres du jury sont un petit peu titillés par un aspect, entre guillemets, j'allais dire irrationnel, de prestation, ça les énerve et ils posent une question qui est un peu blessante ou un peu piégeante, et ça devant les membres du jury, donc ça a pour effet de casser la prestation. L'analyse des pitchs des gagnants, pour ceux qui sont enregistrés, et ceux auxquels bien sûr on a eu accès, on n'a pas eu accès à tous. On a également regardé les gagnants par rapport aux candidatures. On a participé, en tout cas moi j'ai participé dans différents pays, notamment récemment encore au Canada, sur des pitchs, sur des concours d'appel à projets par exemple. Donc moi en tant qu'expert du marché des seniors 20 ans, on me propose de donner mon avis. L'organisateur veut bénéficier de mon expérience, tout comme il veut bénéficier de l'expérience des autres membres du jury pour lui choisir le meilleur projet. On a été organisateur de quelques concours, pas beaucoup, mais quelques concours, j'en fais certains très précisément. Et ensuite, on a fait une évaluation dans les évolutions des membres du jury. Il faut savoir par exemple que quand la Silver Economy, le concept, même si le marché des seniors existait bien avant, le concept est arrivé en 2013 en France, il y a eu les premiers concours Silver Economy qui ont été lancés en France en 2014, 2015, 2016. Et avant, il y avait des concours, notamment le concours de la DGE qui avait lancé un appel d'offres en 2010, je me souviens bien, sur le marché des seniors. Et beaucoup de gagnants ont été des échecs. Beaucoup de gagnants qui ont gagné les prix de la Silver Economy, même jugés par des experts du marché des seniors, se sont trouvés des échecs dans des entreprises qui ont été liquidées. Bref, ça n'a pas été simple. Et donc, vous avez des membres du jury qui ont été récurrents, qui ont participé à tous les membres, tous les jurys. Ces membres ont ressenti une sorte de frustration d'avoir voté pour des candidats qui se sont révélés très mauvais, ou en tout cas où le potentiel sur le papier était intéressant, et dans la réalité se heurtait contre la réalité. Et vous avez des membres du jury qui ont appris. Si vous prenez par exemple comme Romain Gano en France, qui est un des responsables de l'action sociale d'AG2R La Mondiale, si vous lui parlez, lui, il a participé, il a organisé, en tout cas il a financé et participé à des concours d'appel à projet sur la Silver Economy depuis plus de 10 ans, donc là, même plus de 15 ans, il connaît très bien son sujet. Si vous parlez avec lui, il va vous dire que maintenant, l'expérience faisant, il demande certains critères. Donc je vous expliquerai également dans cette vidéo ce qu'il demande comme critères. Donc qui suis-je? Je suis Frédéric Serrière. Beaucoup d'entre vous me connaissent avec mes 20 ans d'expérience sur le marché des seniors en tant que conseiller en stratégie et en marketing sur le marché des seniors. Et peu d'entre vous me connaissent parce que c'est un autre pan de mes activités que je fais complètement à part, qui est le coaching et le développement personnel. Et donc j'ai 25 ans d'expérience, de formation, de diplôme dans le développement personnel et la psychologie, dans toutes les méthodes. D'ailleurs, j'ai un diplôme allemand en psychologie, mais j'ai été formé à plein de méthodes en neurosciences, mais également en psychologie cognitive, comme PNL, hypnose ericksonienne, Ennéagramme, EMDR, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc bref, à plein de méthodes différentes de psychologie. Et c'est la jonction de ces deux champs d'intérêt qui me permettent de faire ce webinaire et de vous apporter des choses vraiment très importantes et très intéressantes.
Juste publicité avant qu'on commence le contenu. Je dirige un cabinet de conseil qui s'appelle Global Hedging Consulting. Avant, ça s'appelait Senior Stratégique, ça c'est le précédent cabinet de conseil. Global Hedging Consulting, c'est un cabinet de conseil qui est basé en France, mais à Berlin. Nous sommes basés à Berlin. En propre, nous sommes basés en France, Berlin, Londres, Tokyo et New York. Et ensuite, dans le monde, nous sommes une sorte de fédération avec des agences de conseil sur le marché des seniors comme nous, comme Distro en Angleterre, Edgewave aux USA ou Evergreen en Australie. Bon, bref, on a différents acteurs avec lesquels nous travaillons souvent ou ponctuellement. En Europe, et notamment en France, on est spécialisé dans la réalisation d'études de marché. En fait, on réalise des études de marché pour vous faire réussir vos projets sur la silver economy, donc études de marché aussi bien de la concurrence, de l'écosystème ou sur les seniors depuis plus de 20 ans, donc on connaît un petit peu le sujet. On est spécialisé surtout pour vous aider à développer votre projet ou à redresser une activité. Si vous êtes dans ces cas de figure, vous n'atteignez pas vos objectifs, vous n'arrivez pas à trouver, vous avez plusieurs itérations et vous n'arrivez pas à trouver comment correctement vendre, comment convaincre les seniors, on est spécialisé là-dedans. Ensuite, vous pouvez obtenir un avis gratuit. On a un programme qui vous permet de nous appeler, d'avoir une visioconférence avec un des consultants, moi-même, en France ou dans différents pays d'Europe pendant 1 heure. C'est gratuit, c'est simplement un avis. Vous avez la possibilité d'avoir la même chose, mais sur une longue durée. Donc là, on bascule dans du coaching d'accompagnement. Comme ça, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez demander un avis régulièrement avant de prendre une décision. Vous pouvez nous demander notre avis pour une méthodologie d'étude de marché, ne pas avoir à payer l'ensemble d'une prestation, mais uniquement les éléments importants et faire le reste pour aider votre budget. Vous pouvez bénéficier également d'un programme qu'on a lancé il y a quelques mois, qui s'appelle le Booster Coaching. C'est en fait, je passe bien souvent 2 jours avec vous, et pendant ces 2 jours, on comprend bien votre problématique. On comprend bien votre psychologie, on comprend bien vos objectifs, ce qui est important pour vous, ce qui est important également pour vos associés, et on définit un plan d'action. C'est-à-dire qu'en fait, au bout du 2e jour, il y a un plan d'action que vous allez devoir appliquer, si vous le souhaitez bien sûr, d'action très concrète pour booster votre secteur d'activité. Là, j'ai accompagné un chef d'entreprise assez récemment. On fait ça sur très petite entreprise, quelqu'un qui est seul, ou quelqu'un qui est avec 10 salariés, ou quelqu'un qui a 100 salariés. C'est pas forcément le coaching d'une équipe, ça c'est plus difficile à faire à mon sens, mais c'est le coaching d'un dirigeant. Et j'avais rencontré il y a 3 ans, et là on vient de faire notre 2e session de 2 fois 2 jours, et il a quadruplé son chiffre d'affaires en 2 ans, en n'ayant appliqué qu'une partie. Il n'y a pas de miracle, je ne fais pas des miracles, simplement c'est l'expérience, et c'est des actions qui sont définies par l'expérience, et des actions qui sont adaptées à lui, c'est chef d'entreprise, à sa psychologie, à son objectif, et à ce qui est important pour vous. Et c'est là qu'on voit l'intérêt du conseil en stratégie sur le marché senior, et des connaissances en psychologie et en coaching. On vous propose également de vous former. On a un site de formation qui s'appelle Silver Economy, lesformations.com, où il y a des formations en ligne que vous pouvez voir. On fait aussi une formation présentielle. Vous avez bien sûr votre guide sur la Silver Economy. Et on a également un module qui vous permet, avant d'aller démarcher les concours, par exemple, de vous faire connaître de l'ensemble des acteurs de la Silver Economy, en tout cas de 80% à peu près des acteurs de la Silver Economy. Donc il y a tout un package de communication très précise qu'on peut vous fournir, en tout cas vous assister, pour vous aider à vous faire connaître de l'ensemble des acteurs de la Silver Economy, pour vous permettre de trouver ce qui veut dire que vous pourrez trouver des partenaires plus facilement, des investisseurs plus facilement, etc. Donc, on va commencer, 3 parties, donc les aspects généraux, ce qu'il faut faire en amont, ce que vous pouvez faire le jour J. Bien sûr, ce webinaire n'est pas exclusif, n'est pas exhaustif, il y a bien d'autres éléments à prendre en compte. Quand on fait du sur-mesure, du coaching sur-mesure, on les prend en compte. Et chaque cas peut être particulier, donc il se peut qu'il y ait des éléments que je vous indique qui ne sont pas forcément cohérents avec votre sujet. Donc, vous allez vous répartir en 3 catégories. Dans ce que je vais vous dire, il y a 40% des personnes d'entre vous qui seront dans l'adhésion immédiate. C'est-à-dire, en fait, vous aurez déjà un feeling de ce que je vais vous dire, vous aurez déjà eu des notions de développement personnel, de coaching, vous avez déjà une expérience sur la Silver Economy, peut-être vous avez déjà eu des échecs sur la Silver Economy, vous avez pris du recul, et donc vous ferez probablement partie des 40%.
Ensuite, il va y avoir 20% de dubitatifs, ces 20% dubitatifs, c'est des personnes qui vont remettre en cause, en tout cas qui vont être un petit peu chamboulées par ce que je vais vous dire. Et ensuite, c'est pas 20%, c'est 40%, il y a une erreur ici, c'est 40% de réfractaires. Donc 40% d'entre vous vont être réfractaires, ils vont se braquer. Si c'est le cas, en fait, je vous invite également à couper le webinaire, parce que ce qui m'intéresse, ça ne sera pas vous, les réfractaires, bien évidemment, ça sera les 60%, enfin les 50%, parce que 20% de dubitatifs, enfin 50% des 20% des dubitatifs vont devenir 40% d'adhésion, et donc ce qui m'intéresse, c'est les 50% d'adhésion, et c'est avec vous, les 50%, bien sûr, que j'apprécie travailler, et pas bien sûr avec les réfractaires. Les réfractaires peuvent faire appel à d'autres experts des seniors. Donc, voilà, on va commencer dans le détail, et je vais donner des éléments très importants. Donc, je vous propose de prendre des notes. Vous pourrez également regarder cette vidéo en replay autant de fois que vous voulez. Nous allons la laisser en ligne sur YouTube, ou sur Vimeo, je pense. Déjà, des cohérences générales. Donc vous allez me dire, c'est évident, mais c'est pas évident quand on est dans le... J'ai vu des gens qui me disaient c'était évident, et puis dans les membres du jury, quand on est les membres du jury, qu'on les voit pitcher, ben, ils n'ont pas appliqué ce qui était évident. Quand un organisateur, une structure, organise un concours, quand une structure organise des appels à projets, elle le fait dans un but très précis. Un département, par exemple, lorsqu'il fait un appel à projet pour un produit de téléassistance, par exemple, il le fait avec des critères très précis. Ça peut être aider le maximum de seniors, ça peut être installer la téléassistance en préventif, ça peut être au contraire utiliser la téléassistance avec des plus haut de gamme, avec d'autres services plus innovants, des seniors en nombre plus limité, en ciblant uniquement une catégorie très précise de seniors. Ça peut être tous les seniors, quels que soient les revenus, ou alors une partie des seniors. Bref, il y a un objectif très précis dans l'appel à projet. Lorsque nous organisons un concours sur la silver economy, par exemple une soirée sur la silver economy, il y a également un objectif de l'organisateur en tant que tel. Si vous organisez la Silver Night, le Silver Show ou Best Age en Allemagne, vous comprenez très bien que votre objectif, c'est que la soirée fonctionne du mieux possible, c'est qu'il y ait le plus de monde possible, et donc on est tenté, même s'il y a des jurys, on est tenté de faire en sorte que les gagnants sont ceux qui vont nous faire le plus de buzz. Vous voyez, si le gagnant d'un concours a aussi un service de presse, de relations de presse, son service de relations de presse va dire « Coucou, journaliste, nous avons gagné le concours, mon client a gagné le concours », et donc le nom du concours, le nom de la soirée est diffusé largement dans les médias. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut bien identifier quels sont les objectifs des organisateurs de ces différents concours. Et ensuite, il faut voir si votre projet, votre service, votre dossier est en cohérence avec ces concours. Vous avez des concours régionalisés, par exemple. C'est en fait, est-ce que ça vaut le coup de répondre à un concours qui est régionalisé si vous n'êtes pas de la région en question, ou si vous n'envisagez pas de vous installer dans la région. Si vous avez un cluster, par exemple, qui est dans le sud de la France, et que vous êtes en Normandie, et que vous postulez à ce cluster pour avoir un prix, ou pour gagner un service, etc., mais que ce cluster, il est financé par la région, ou par un département, par une agglomération, en échange de faire du chiffre d'affaires, de développer l'économie locale, si vous postulez à ce concours, à ce cluster, ce cluster, et que vous n'allez pas embaucher des gens locaux, vous n'allez pas développer une activité locale, c'est pas en cohérence. Et donc en fait, il faut bien sûr voir la cohérence, j'insiste, avec l'organisateur du concours. Et des fois, on peut même aller voir quand le concours est organisé par une structure qui est dirigée par un acteur, par une personne physique, et que cette personne physique est très connue sur la silver economy,
Par exemple, moi je suis connu sur la Silver Economy, mais un petit peu moins un peu moins en Allemagne qu'en France, mais si j'organise un concours sur la Silver Economy en France, peut-être en 2021, peut-être, la question qu'il faut vous poser, c'est quel intérêt de Frédéric Serrière à organiser un concours? Et ensuite, il faudra vérifier si ce que vous pouvez imaginer, ou alors venir m'interviewer, carrément, on m'interviewe. Connaître, donc oui, donc là il y a une notion, et je l'expliquerai après, de connaître un petit peu les différents acteurs qui organisent les concours. Concours avec l'organisateur, voilà, et cohérence avec chacun des membres du jury. Ça c'est très important. Lorsque vous pitchez dans une salle devant 10 personnes, qui sont des personnes qui sont déjà dans le secteur d'activité, chacun des membres du jury va juger votre produit, votre service, votre prestation par rapport à son propre référentiel, par rapport à lui-même, par rapport à son métier, par rapport à ce qu'il aura appris, par rapport à ce qu'il souhaite, par rapport aux obstacles qu'il aura devant lui, par rapport aux objectifs que lui-même a en question. Je me souviens dans un jury en France, une entreprise passe et présente son produit d'un capteur qui se met dans les couches, donc en fait c'est pour les EHPAD, et c'est un capteur pour éviter ou pour prévenir les fuites urinaires, donc c'est un capteur qui se met dans la couche de la personne âgée, et le capteur détecte si c'est humide, pas humide, et dès que c'est humide, il envoie une alerte à la personne, de façon à ce que la personne âgée, le résident, puisse être changé. Donc là en fait c'est un sujet très intéressant, c'est un sujet qui fonctionne au Japon, mais la présentation a tellement été mal faite qu'il y a une directrice générale d'un groupe d'EHPAD qui a posé la question suivante devant tout le jury. Bon, je comprends bien, vous nous avez présenté votre produit comme pouvant réduire le stress des salariés, comment réduire la tâche des salariés en prévenant les fuites urinaires, et puis de toute façon à pouvoir changer uniquement les personnes qui ont besoin d'être changées et pas les autres. Donc avec ça, vous nous dites que vous allez nous faire faire une économie à l'EHPAD. Par contre, j'ai dit une question, elle nous a dit, elle a rajouté, j'ai une question, si votre système déclenche 15 alertes en même temps sur mes 100 résidents et que je n'ai que de salariés, comment est-ce que vous faites? Vous allez au contraire me pousser à montrer que j'ai besoin de plus de salariés dans l'EHPAD. Et au contraire, vous allez faire augmenter ma charge de travail. Vous allez faire augmenter ma charge salariale, ma masse salariale. Donc votre produit, il a une faille, c'est ça. Alors en face, la personne ne savait pas répondre à la question en question. Au Japon, ils ont la réponse à ces questions. Ils ont des chiffres. Elle aurait pu donner les chiffres exacts de cette question très précise. Et là, en fait, elle n'a pas su répondre. C'est parce qu'en fait, elle n'avait pas... il n'y avait pas une cohérence avec un des membres du jury, et comme c'était une directrice d'un groupe d'EHPAD, ce qui s'est passé, c'est que les autres jurys, et moi je faisais partie du jury, on avait un avis plutôt positif sur ce produit en question, mais du fait qu'il y ait une réserve émise par une directrice générale d'un groupe d'EHPAD sur ce produit en question, moi je me suis dit, bon ok, je connais pas tout sur le sujet, donc peut-être que cette personne a raison, je vais réduire ma note. Et donc là, il y a une incohérence du projet présenté par rapport à un des membres du jury. Donc comment est-ce qu'on fait? Valider que votre projet est nouveau et innovant. Alors, moi je ne suis pas d'accord avec ça, que tous les projets doivent être innovants. Je ne suis pas d'accord avec ça. On parle d'innovation sans arrêt. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube Frédéric Serrière. Vous verrez qu'on s'aperçoit qu'environ 5% du chiffre d'affaires généré global par une innovation, en moyenne, revient à celui qui a inventé l'innovation. Tout le reste, c'est les concurrents qui la pillent. Et je sais quelque chose. J'ai travaillé chez 3D Systems, qui a été à l'origine des brevets de l'impression 3 dimensions. 3D Systems est toujours le leader mondial de l'impression 3 dimensions, mais se fait chahuter par ses concurrents, et il y a une multitude de concurrents.
Donc, le côté innovant, tout le temps innovant, et en plus pour les seniors, moi je ne suis pas 100% d'accord avec ça. Il y a des projets, on s'aperçoit que les plus belles réussites sur la Silver Economy, c'est pas les projets les plus innovants. En fait, ceux qui font des très belles réussites à l'heure actuelle sur le fait de changer une baignoire par une douche, franchement, c'est pas des projets hyper innovants. Donc ils vont nous dire que c'est innovant dans la manière de couper leur douche, les couleurs, la solidité, le pommeau de douche, etc. Okay. Mais à la base, pour moi, c'est pas très innovant. Or, c'est les meilleurs projets. Donc, mais par contre, il y a une culture dans la Silver Economy, il y a une culture dans les jurys, il y a une culture dans les organisateurs de concours à l'innovation. C'est effectivement, si vous organisez un concours, je comprends ça parfaitement. Imaginez, vous organisez une soirée, un concours, vous avez intérêt à ce que le gagnant soit un projet ultra sexy et hyper innovant. Je prends un exemple. En France, il m'en voudra pas parce que Sébastien m'en voudra pas parce que je l'ai interviewé dans le Grand Entretien, mon émission sur Internet. Il en parle librement. Vous pouvez voir Sébastien Vray de l'entreprise Courseur.com. Courseur, c'est un service qui voulait faire en sorte que les grands schématismes et les grands-mères ou d'autres personnes puissent faire leurs courses par des gens de la même ville, même zone, et avec la mise en relation entre ceux qui ne pouvaient pas se déplacer pour faire leurs courses ou n'avaient pas envie, et des personnes qui étaient prêtes à faire les courses à leur place, moyennant une rétribution, etc. Et ben, ce projet Courseur a eu une foule de prix. Il a gagné une foule de prix, parce que c'était très sexy, d'ailleurs c'est toujours très sexy, c'est très innovant. Donc lorsque vous êtes membre du jury, vous êtes épaté par ce côté très innovant, vous dites « Ah, c'est génial, le projet là, j'avais pensé », et quand vous êtes l'organisateur du concours, et ben vous poussez pour que Courseur gagne. Ce qui s'est passé, c'est que Courseur derrière a gagné des prix. Mais ça n'a pas marché derrière, ça ne marche pas toujours. Donc là, ils sont en train de changer leur business model, et ça fait peut-être 4 ans, je ne sais plus, 2, 3, 4 ans, je ne sais plus combien, où le projet, tel qu'il était à l'origine, tel qu'il a été jugé par soi-disant des pairs de la Silver Economy, n'a pas abouti. Donc, alors, dans les faits, c'est là que je vous dis, c'est parce que vous gagnez un projet, un appel à concours ou un appel à projet, que votre projet est bon, en fait. Mais c'est un indice, mais ce n'est pas le seul indice. Par contre, effectivement, de plus en plus de membres du jury, d'organisateurs, ou même la CNAF, par exemple, Mme Fouquet vous dirait que eux, en fait, ils sont en manque d'innovation. C'est-à-dire, en fait, depuis 4 à 5 ans, elle vous dit, Mme Fouquet, qu'il n'y a plus d'innovation. Elle n'a pas vu de projet vraiment innovant sur la Silver Economy depuis assez longtemps. Donc il y a quelques projets, mais c'est pas très innovant. Donc effectivement, si votre projet est très innovant et que vous voulez vraiment gagner le projet et qui répond vraiment à un besoin fort, à une problématique forte des seniors, là, il faut mettre en avant le côté innovant. Autre point, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de preuve de concept, si vous n'avez pas des chiffres, des données sur les résultats de votre projet, de votre produit ou de service à l'usage sur des seniors, si vous n'avez pas fait tester dans un Living Lab, si vous n'avez pas étudié les seniors, si vous n'avez pas co-créé le produit auprès des seniors, si vous n'avez pas de résultats d'expérimentation auprès des seniors, franchement, ça ne vaut pas le coup de participer à un projet, à un concours, car dans les concours, ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous disais, c'est que beaucoup de projets se sont échoués. Il y a même des pilotes complets de produits qui ont été testés chez les personnes âgées en France, où tout le pilote était un échec. C'est en fait, les seniors n'ont pas voulu les produits proposés. Donc quand vous êtes un acteur qui finance un pilote sur 100 personnes, en installant des différents produits à domicile, pour tester des différents produits, et qu'au final, l'ensemble, 100% des seniors refusent que vous laissiez vos produits, votre service chez elles, même gratuitement, là vous comprenez qu'il y a un problème, que vous avez financé un pilote pour rien, et vous êtes sacrément, et là vous prenez une douche froide, et vous allez geler toute votre participation à des concours de ce type en question. Vous n'organisez plus d'appel à projet en ce sens en question. C'est un exemple très précis en France, qui a eu lieu à Laval, il y a une dizaine d'années. Mais il y en a encore plein d'autres qui arrivent à l'heure actuelle. Donc, il faut arriver devant le jury avec un slide où vous devez montrer que vous avez co-créé votre produit avec des seniors, que vous avez
valider votre produit, que vous avez eu des chiffres. Moi, je vous propose d'aller voir sur ma chaîne YouTube dans quelques semaines, ou peut-être la semaine prochaine, il y aura un interview que j'ai dans mon émission Le Grand Entretien de Elliot, de l'entreprise ETT Neuropsy. Elliot, il est très jeune, il a un projet qui est superbe, et Elliot a fait des progrès fulgurants dans la manière de présenter son projet. Et c'est un projet pour les EHPAD, c'est un projet dont il a les compétences, il connaît parfaitement les résultats de sa méthode, et il sait répondre à pratiquement toutes les objections, et il sait vous dire combien d'économies ses formations, sa prise en charge va faire sur l'EHPAD en question. Et il a co-créé le produit, en tout cas il l'a co-créé et testé dans des EHPAD. Elliot, ce garçon, il a tout en fait, il a tout. Il a les chiffres, il a la co-création, les chiffres basés scientifiquement, il sait répondre à la question, quels bénéfices concrets financiers j'apporte aux EHPAD. Il sait tout faire en question, voyez. Donc, si vous arrivez dans un appel à projet, puis maintenant il présente de manière beaucoup mieux son projet qui, il y a quelques mois, il fait des progrès fulgurants. Donc, effectivement, je l'avais un petit peu boosté, mais je ne suis pas le seul, je suis un peu poussé sur certains aspects, mais il a fait des progrès fulgurants. L'interview qu'on a faite la semaine dernière, qui était enregistrée la semaine dernière, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Si vous vous positionnez avec un produit en phase Elliot à l'heure actuelle, vous aurez plus de mal à gagner votre projet parce qu'il aura déjà tout eu. Donc, vous devez avoir un slide avec des preuves de votre concept. Alors, il ne s'agit pas, je comprends, lorsqu'on lance un projet comme dans tout début, vous allez me dire, oui, mais j'ai pas 500 000 euros, ou j'en sais rien, peut-être 500 000, c'est exagéré, mais je n'ai pas 40 000 euros à mettre dans une étude de marché, mais non, d'accord. Mais vous pouvez très bien réunir des seniors, co-créer des seniors, vous pouvez très bien réunir des clients, faire des interviews de clients. Si vous dites, voilà, j'ai un projet pour les EHPAD, j'ai un projet pour les seniors, et j'ai un projet pour l'aménagement de salle de bain, mais j'ai interviewé une quarantaine de distributeurs au téléphone, et voilà les résultats. Vous voyez, ça rassure. Ça rassure. Les membres du jury seront rassurés, et ils vont se dire, bon, quelqu'un qui a un petit peu utilisé son marché et qui ne part pas la fleur au fusil et qui sait de quoi il parle. En tout cas, quelqu'un qui n'essaye pas de nous enfumer, j'allais dire, pour ne pas parler plus vulgaire. Donc, apporter des preuves. Sans preuves, ça ne sert quasiment à rien de postuler un appel d'offres qui est financé par les gros financeurs des appels d'offres en France. Ça ne sert strictement à rien. Parce que les gens veulent être rassurés. Ils ont vu des échecs cuisants, ils ont vu des gens qui montaient. À l'heure actuelle, encore, il y a plein d'informations qui circulent faux sur la silver economy. On mélange les chiffres, on mélange même les chiffres de la démographie. Bon, bref, totalement hallucinant. Et ceux qui sont dans les jurys, ils ont l'habitude de se faire planter. Ils ont l'habitude, ils ont l'expérience généralement. Et donc, ils savent quand vous voulez titiller un peu trop. Autre élément, vous devez répondre à un problème dur des seniors, un problème dur d'un client. C'est en fait Maryse Duval, par exemple, qui dirige le groupe SOS Seniors, elle le dit souvent, mais de grâce, venez dans nos EHPAD, on passe un lit de camp, peut-être pas maintenant avec le Covid, mais en tout cas à l'époque, on passe un lit de camp, venez dormir dans nos EHPAD, vous rendre compte de la vraie vie dans les EHPAD, mais ça peut être ça sur les personnes âgées à domicile, ça peut être ça sur les baby-boomers dans le tourisme, enfin bref, si vous voulez faire un produit touristique pour les seniors, vous avez intérêt à passer du temps avec les seniors, même s'ils sont des baby-boomers par exemple. Donc, venez passer du temps pour bien vraiment comprendre quels sont les problèmes les plus durs. Voilà. Les projets qui marchent le mieux sur la silver economy, notamment, sont quand même ceux qui sont basés sur des problématiques très dures et immédiates à résoudre des seniors. C'est ces projets-là qui marchent mieux. Lorsque vous avez chuté en salle de bain et que vous avez pris conscience que vous allez y passer la prochaine fois, là, ça devient un problème très dur et on est prêt à aménager la salle de bain. Alors, je ne dis pas changer toute la salle de bain, mais en tout cas, aménager la salle de bain. Autre point que je voulais vous dire, la forme compte plus que le fond. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est exactement ce que je vous disais à l'histoire tout début, ce monsieur qui est passé comme une balle en fait, comme une fusée, et qui est reparti comme une fusée, il avait l'aisance de l'expression orale, il avait la rhétorique, j'en parlerai après, la rhétorique pour pouvoir influencer le jury,
des métaphores, des phrases à double contrainte, double sens, enfin bref, toute la rhétorique psychologique était quasiment employée, donc il y avait une influence, même si le jury n'a pas compris, parce que moi je comprenais, parce que M. Vincent en psychologie, je comprenais ce qu'il faisait, mais il a été très performant. Il n'était pas forcément le mieux habillé, les slides étaient parfaits, par contre les slides, si vous voulez faire la différence avec les autres, il faut faire des slides qui soient très très bien. Si vous avez un ami qui travaille dans une agence de publicité, qui est capable de vous faire des slides, comme, alors on m'a dit que c'était un logiciel de Mac en fait, où les slides bougent avec les mêmes images tout le long du slide, etc., tout le long de la présentation, ça en jette. Même si le jury, même si on prend attention, on va s'intéresser uniquement à ce que la personne nous dit, le fait d'avoir des slides très performants, très très beaux, vous écrabouillez celui qui est passé avant, celui qui est passé après. Celui qui fait simple slide, comme moi je fais aujourd'hui, mais ça c'est pour vous faire un webinaire, mais moi ça c'est un webinaire. Quand je fais un slide, quand on fait des slides pour des chefs d'entreprise pour trouver des investisseurs, on fait un slide bien meilleur que celui que je suis en train de vous faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Généralement, je dis à mon client qu'il faut prendre une agence de communication, enfin il faut qu'il fasse travailler son agence de communication pour faire ses slides. Il faut que les slides soient aux petits oignons. La forme compte plus que le fond. Ensuite, il faut, et ça c'est très important, là je vous ai mis la syntaxe que vous devez employer. Et celui qui a gagné, le monsieur qui est passé comme une fusée, chez l'entreprise en fait, il a employé la syntaxe en question. Ça me fait marrer parce que c'est une syntaxe qu'on apprend en psychologie. Vous devez présenter votre produit et expliquer les bénéfices du produit de manière très concrète pour la personne qui vous écoute. Alors vous allez me dire que c'est évident, mais la question c'est, il faut associer les bénéfices de votre produit que vous présentez à un aspect émotionnel chargé, important de celui qui vous l'écoute. Et voilà la syntaxe. Mon produit, qui fait ceci, qui vous permet de réduire vos bénéfices, d'augmenter vos bénéfices, d'augmenter vos résultats, baisser la charge salariale, etc. Ce qui veut dire que vous pourrez, par exemple, mieux réussir votre carrière, ou présenter des chiffres vous-même plus performants à vos investisseurs, à vos actionnaires, vous voyez. C'est en fait, on donne le bénéfice pour la société, mais après, il faut rassocier au bénéfice émotionnel chargé. Et si vous dirigez une entreprise avec des actionnaires, vous allez devoir donner des billes en question. Voilà. Donc, si vous présentez un produit qui permet d'augmenter les marges d'entreprise, qui va permettre au chef d'entreprise de présenter des résultats bien meilleurs lors de son conseil d'administration, vous voyez ce que je veux dire, là ? Et bien, c'est bien mieux. Généralement, ce que vous faites, c'est que vous arrêtez au premier lien, c'est augmenter les marges. Non, il faut détailler derrière. Alors, ce qui veut dire ici, je crois qu'il y a là, voilà. Ce qui veut dire ici, donc, ce produit qui vous permet donc, vous marquez le résultat, mais ça, c'est pas suffisant. Et généralement, on s'arrête là, mais c'est pas bon. Le déclenchement se fait sur l'émotion. Et un truc que j'ai pas dit, effectivement, j'aurais dû le dire dès le début, c'est qu'on prend une décision émotionnelle. C'est en fait qu'il y a un déclenchement chez l'entre nous, de manière émotionnelle. Et c'est l'émotion qui crée l'énergie et qui déclenche la prise de décision. Donc, vous devez déclencher l'émotion. Et on déclenche pas l'émotion en disant votre entreprise fera plus de bénéfices. C'est pas ça. L'émotion là n'est pas déclenchée. Votre émotion n'est pas déclenchée. On dit, vous allez pouvoir, par exemple, avec moi par exemple, vous allez pouvoir développer, si je vous coach, vous allez pouvoir développer votre entreprise, ce qui vous permettra de la faire grossir, ce qui vous permettra également, ce qui veut dire pour vous, d'avoir beaucoup plus de chances de la vendre à un prix plus élevé et d'avoir plus de pognon pour vous. Vous voyez, il faut raccrocher, alors peut-être pas pognon, mais bon, il faut raccrocher par rapport à une émotion positive, vous voyez. Donc, et c'est ici, en fait, et ça, si je vous coach aussi, on le fait avec vous, ou si un de mes consultants vous coach également là-dessus, ici, là, on va choper, c'est vraiment choper en fait, on va choper l'argument émotionnel le plus puissant pour la personne qui vous écoute.
Et là, en fait, vous déclenchez l'émotion, la personne dans le jury se dit « Oh, c'est pas mal », et après on rationalise. La décision, un être humain, elle est émotionnelle et rationnelle. Le problème, c'est que l'émotion va tellement vite qu'on a l'impression que si je suis sérieux, je suis intellectuellement supérieur aux autres, j'ai fait telle étude, bon bref, c'est tout ce genre de bêtises, et donc j'ai pris ma décision rationnellement. Non, garçon, tu as pris la décision émotionnelle que d'essayer ensuite de rationaliser. Une décision de vacances, c'est émotionnel. Une décision d'achat de voiture, c'est émotionnel. Une décision d'achat d'une maison, d'un appartement, c'est émotionnel. Et ensuite, on le rationalise. Donc voilà comment on présente le sujet. La partie 2. C'est les éléments qu'il faut faire avant de candidater à un concours, et en tout cas, avant de passer devant un jury. Il faut d'abord se faire connaître en amont. Certains d'entre vous le savent, je suis, en tout cas, j'ai investi dans plusieurs entreprises, dont certaines sur la silver economy, et ce métier-là, c'est pas un métier, en tout cas cette action-là, couplée au fait que je sois reconnu comme un expert des seniors depuis 20 ans, fait que certains capitaux risqueurs, certains investisseurs, très souvent d'ailleurs, m'appellent et me demandent de me rencontrer, et j'en insiste certains pour répondre à leur question qui est dans quelle entreprise devons-nous investir, ou nous avons quelques entreprises dans lesquelles nous souhaitons investir, pensez-vous qu'il s'agit d'une bonne idée? Ce que l'on remarque, c'est que généralement ils ont une liste. Donc je les rencontre. Aujourd'hui j'en ai rencontré un, c'était à Paris, et pareil, donc ils étaient autour de moi, des financiers autour de la table, du capital risqueur, et ils m'ont montré une liste d'entreprises dans lesquelles ils pensaient investir. Donc j'avais signé une clause de non-confidentialité, bien sûr, et ils m'ont montré une liste d'entreprises dans lesquelles ils réfléchissaient, en tout cas les entreprises sur lesquelles ils réfléchissaient. On s'aperçoit que la liste entre les différents investisseurs est quasi toujours la même, en fait. En tout cas, qu'il y a des éléments, il y a des entreprises qui sont partout dans des différentes listes, des différents capitaux risqueurs. Et que ce n'est pas forcément les meilleures entreprises, c'est pas forcément celles qui seront les plus performantes, ou celles qui sont la plus fort potentiel, c'est bien souvent celles qui ont fait le plus parler d'elles dans l'environnement de la silver economy et dans les médias. Et donc, avant d'aller voir des investisseurs, avant d'aller participer à un jury, passer devant un jury, avant de répondre à un appel d'offres, moi je pense en tout cas qu'il est plus cohérent pour vous d'abord de vous faire connaître de l'écosystème de la silver economy. Quand je dis l'écosystème de la silver economy, c'est de vous faire connaître des autres acteurs de la silver economy, des personnes clés de la silver economy, des dirigeants des clusters, des dirigeants des syndicats, des différents experts comme moi, des gens qui dirigent les médias, des gens qui financent cet appel à projet, bien évidemment, des membres du jury, bref, vous faire connaître de l'écosystème. Donc nous, on a un module, on a un accompagnement spécifique pour vous aider à vous faire connaître de l'ensemble, 80% des acteurs de la silver economy de manière assez facile. Donc il faut la régularité, donc ça passe par une structuration très précise qu'on a mis au point de façon à se faire connaître de ces acteurs en question. Ça peut être passer dans mon émission Le Grand Entretien, ça peut être passer dans différents médias, faire des relations de presse, écrire des chroniques, faire des newsletters, avoir votre propre chaîne YouTube sur votre produit, passer régulièrement des chroniques, des communiqués de presse à des sites comme Silver Eco, Age Economy, le nôtre, ou encore Age Village par exemple. Bref, c'est faire parler de vous de façon à ce que de façon à faire en sorte que la plupart, en tout cas qu'il y ait plus de chances que les membres du jury devant lequel vous allez pitcher aient déjà connaissance de votre projet. L'intérêt de faire ça, c'est que lorsque vous communiquez à destination de la silver economy, lorsque vous êtes dans un média, lorsque vous allez sur Bismart, la chaîne, ou alors BFM Business, dans la chaîne en fait, quand vous allez répondre aux questions, quand vous allez écrire une chronique, c'est vous en fait qui allez décrire votre secteur d'activité, votre produit, votre service, avec votre propre mot. C'est vous qui donnez le là
des premières diffusions d'informations dans l'écosystème de la Silver Economy de votre produit ou votre service. Vous contrôlez la diffusion. Alors, vous ne contrôlez pas bien sûr ce qui va être reçu, mais vous contrôlez au moins la diffusion. Ça va permettre aux membres du jury, avant même de vous voir arriver, de vous connaître, de connaître votre service par rapport à des mots que vous aurez employés vous. Et lorsque vous êtes membre du jury, que vous voyez quelqu'un arriver que vous connaissez déjà, puisque vous n'avez que 4 minutes pour présenter votre projet ou 7 minutes chez moi, le temps, oui, vous n'aurez pas à passer beaucoup de temps pour présenter qui vous êtes, pour présenter votre produit, votre service, puisqu'en fait, on va déjà le connaître en question. La grande majorité des acteurs, on va déjà le connaître. Donc, le temps passé à vous présenter sera beaucoup plus réduit, et donc vous aurez plus de temps pour présenter en quoi est-ce que votre produit est bien pour les membres du jury, pour les seniors, bref, en quoi est-ce qu'il répond à une problématique. Voyez. Et on voit dans les jurys, quand on est membre du jury, on voit des entreprises qui ne sont pas du tout connues, et qui passent dans le jury, donc on découvre, donc déjà il faut passer du temps, on passe plusieurs minutes à découvrir votre projet, à le comprendre, et donc des fois on ne comprend pas forcément, il y a des fois c'est tellement mal présenté qu'on ne comprend pas le truc, et au final, vous n'avez plus on n'a pas, en tant que membre du jury, on n'a pas le recul et le temps nécessaire pour se faire un avis sur votre produit, votre service. Et donc, pour pallier à ça, soit vous tordez le bras de l'organisateur pour qu'il vous laisse 1 heure de présentation, mais ça je pense pas qu'il va accepter, soit en fait, vous vous débrouillez pour vous faire connaître en amont dans la Silver Economy, dans l'univers de la Silver Economy, de façon à ce que lorsqu'on vous voit arriver, on a déjà de l'affinité. Et si possible, rencontrer les différents acteurs importants de la Silver Economy, échanger avec eux. Actuellement, en visio, en téléphone, c'est assez facile d'échanger avec des gens comme nous, comme moi par exemple, c'est facile. Et donc en fait comme ça, c'est quand même plus simple. Si vous passez devant un jury dont vous avez déjà rencontré l'ensemble des acteurs, dont vous tutoyez certains membres du jury, vous verrez que vous aurez une note qui naturellement sera meilleure. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'effectivement, lorsqu'on remplit la fiche avec les notes, chaque membre du jury met son nom. Alors effectivement, cette fiche-là n'est pas diffusée généralement. D'ailleurs, je pense jamais, n'est pas diffusée aux lauréats, enfin, en tout cas même à ceux qui perdent ou ceux qui passent, mais vous n'êtes jamais diffusé. Et n'empêche que, quand on est membre du jury, on essaye de juger un petit peu sérieusement. Il faut, donc ça rappelle la première partie, connaître ce qui est important pour l'organisateur. Donc là, c'est vous renseigner sur l'organisateur, qui il est, quel métier il fait, qu'est-ce qu'il a déjà fait sur la Silver Economy, quel est son intérêt, imaginez, vous pouvez l'appeler en amont, avant même de répondre, etc. Connaître ce qui est important pour les différents membres du jury, vous avez des jurys, vous avez des appels à projets ou des concours où les membres du jury sont diffusés. Pourquoi ils sont diffusés? Parce que nous, si on est organisateur d'un concours et qu'on a sélectionné des personnes très intéressantes en tant que membre du jury, on va vouloir diffuser les photos des membres du jury, car ça va donner du prestige à notre concours. Oui, mon intérêt en tant qu'organisateur Best Age, ça me permet en fait à moi d'apporter la crédibilité à notre concours en montrant les différents membres du jury. Et donc, vous devez faire une réflexion sur ce qui est important, en quoi est-ce que votre produit est important pour chaque membre du jury, et savoir et réfléchir un petit peu pour chaque membre du jury, quelle est sa vie, donc professionnel j'entends, quelles sont ses problématiques, quels sont ses objectifs, quels sont ses obstacles, quelles sont ses craintes, etc., quels sont ses problèmes. Voilà, comprendre un petit peu l'environnement de chaque membre du jury. Donc lorsque nous on assiste des acteurs à concourir à des appels à projets, on fait une réflexion, donc c'est pas non plus passer 15 jours là-dessus, mais on fait une réflexion sur les différents membres du jury et on essaie de voir quels sont leurs métiers, quels sont également leurs intérêts dans votre produit, votre projet, de façon à ce que ensuite la présentation, le pitch que vous allez faire, il résonne avec les attentes précises et personnelles de chaque membre du jury. Et là, naturellement, vous allez augmenter
et notes, tout simplement. Donc, il faut étudier les membres du jury en amont. C'est-à-dire, en fait, vous devez savoir qui ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils ont déjà écrit. Donc, vous devez passer... si le concours est important pour vous, vous devez passer un peu de temps là-dessus. Si... voilà, bon, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Ensuite, le fait de connaître les membres du jury, ça va vous permettre de parler avec tact avec les membres du jury, parce que vous pouvez avoir un caractère fort et dire quelque chose qui est un peu touchy, soit sous le stress, soit par stratégie, soit par rapport, parce que vous avez un caractère un peu rebelle. Et ce que vous allez dire devant le jury va déclencher une émotion négative, la colère par exemple, d'un des membres du jury. Et il faut savoir que la colère est l'émotion la plus puissante pour derrière critiquer. Et donc, le membre du jury, une fois que vous aurez fini votre pitch, le membre du jury qui aura été titillé par une information que vous aurez dite, va vraisemblablement prendre la parole devant le jury, exprimer sa colère, et il va convaincre les autres membres du jury. Même si les notes sont indépendantes, sont individuelles, il va convaincre les membres du jury, notamment s'il a une crédibilité ou un caractère fort, et s'il prend l'ascendant un petit peu sur le jury. Donc vous devez connaître les membres du jury. Vous pouvez en rencontrer, voyez, des membres du jury. Alors ça, il faut le faire avec tact. Le problème, c'est que rencontrer des membres du jury, il faut le faire avec tact pour pas que ce soit trop visible, que vous voulez copiner et avoir une bonne note. Mais vous pouvez... on peut imaginer des stratagèmes de façon à pouvoir... j'allais dire... comment on appelle ça? Pas failloter, mais... enfin, flatter. J'aime pas ça, mais flatter le membre du jury en l'invitant, en lui donnant une exclusivité à la chaîne d'information, en lui donnant une vidéo en avant-première, en lui envoyant un document, vous voyez, précis. Vous pouvez vraiment faire ceci pour rehausser le statut de la personne, la faire un petit peu mousser. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut faire un petit peu de lobby. Et bien sûr, je l'ai déjà dit, accrochez votre bénéfice aux problèmes et intérêts de chacun des membres. Donc, ça demande un petit peu de réflexion. Donc là, alors oui, l'intérêt de travailler avec des gens comme nous, mais on n'est pas les seuls en France. Travailler avec des gens comme nous, c'est que... Bon, voilà par exemple ce qu'on a fait... je ne vais pas citer la marque, parce que je ne vais pas citer le nom, parce que je vais me faire tuer. Mais c'est une entreprise qui l'année dernière, a gagné un prix important. Quasiment personne ne sait qu'on a travaillé pour elle, pour cette personne en question. Effectivement, ce n'est pas le meilleur projet sur la Silver Economy, pas le meilleur projet dans le concours, mais c'est celui qui a gagné. Il avait un budget, et on a tout fait pour y gagner le projet. Donc, lui nous a rencontrés. On voyait que c'était très important, c'était même vital pour lui de gagner ce concours au niveau, pas forcément le prix qu'il a gagné, mais la crédibilité. Ce qu'il voulait, c'est pouvoir dire, voilà, j'ai gagné ce concours en question, et derrière, ce sera plus simple de trouver des partenaires au niveau crédibilité. C'est ça l'idée, c'était ça son truc. Et on s'aperçoit que il le jugeait très très important. Et donc, on a déjà fait toutes des actions pour le faire connaître. Avec notre site AG Economy, sur les réseaux sociaux, en le faisant rencontrer à des acteurs importants dont on pressentait qu'ils seraient membres du jury, en organisant des réunions. Bref, on a fait tout un plan d'action, mais vraiment dans l'ordre précis, un timing très précis, ni trop proche ni trop loin du concours. On a défini une stratégie de communication, il y a des communiqués de presse qui ont été lancés, on l'a aidé à rencontrer des journalistes, bref. Et on l'a identifié. Après, ensuite, lorsqu'on a su les membres du jury de ce concours en question, on a un de mes journalistes a appelé la quasi-totalité des journalistes, des membres du jury. On a fait un interview de chaque membre du jury. On a parlé comme ça de l'entreprise en question, l'a présentée de manière assez habile. Donc, vous voyez, c'est la manière de parler. On a pu sentir ce qui est important pour les jurys, donc il n'y a rien de caché, hein, les interviews sont sur le site AG Economy, il suffit d'un petit peu de fouiller. Et toute cette donnée d'information
pour chacun, on n'a pas fait tous les membres du jury, on n'a pas pu le faire tous les membres du jury, mais pour une partie des membres du jury, ont servi à construire la présentation et le pitch en question. Et donc, le pitch en question était fait très psychologique, ça j'en parle juste après, la partie 3, mais le pitch en question était bien fait par rapport aux facteurs les plus importants de chacun des membres du jury. Et là, il n'y a pas photo. Ça fait tilt. C'est en fait, on a quels sont les bénéfices du pitch sur les éléments les plus importants émotionnellement pour chacun des membres du jury. Et là, effectivement, on gagne le concours en question. Donc, si vous arrivez derrière cette personne en question, à moins que vous soyez quelqu'un de très connu et de très très bon, qui a préparé autant son concours, mais vous n'avez quasi aucune chance de l'égaler. Il faut faire toutes ces stratégies en question. Alors vous allez me dire que c'est beaucoup de boulot. Pas forcément, parce qu'une grande partie du travail, on lui a fait faire. Il l'a fait. Une partie, c'est pour réduire le budget. Une grosse partie du travail, c'est nous qui l'avons fait. Comme on a beaucoup d'expérience sur la silver economy, le marché est saignant, on connaît déjà beaucoup de monde, donc il n'y a pas besoin d'interviewer tous les jurys, on peut donner un avis. On sait quel discours passe, quel discours ne passe pas. On sait comment, j'allais dire comment s'habiller même dans un jury, peut-être pas comment s'habiller, mais en tout cas comment présenter. On sait comment parler devant un jury. Bon, bref, donc en fait il y a une partie coaching, donc c'est du temps passé, mais c'est quelques jours passés, hein, c'est pas non plus 15 jours passés. Et après, ce chef d'entreprise a eu des exercices à faire, de prise de parole, donc il se filmait devant une caméra, c'est ce qu'on appelle des média training, qu'on lui a fait faire avec un ami, et il s'est largement amélioré au fur et à mesure des actions. C'est pas un budget important, d'ailleurs une partie a été prise en charge par le 1% formation, vous imaginez le truc, c'est une formation en fait. Hein. Enfin, une partie du truc est une formation, donc ça peut être pris en charge. Et le pitch était magnifique, il a fait appel à un freelance pour que ça coûte moins cher pour faire ça, ces slides. Ces slides ont 2000 sujets, étaient largement meilleurs que les autres slides, et il a gagné le concours. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait en amont, et je vous disais à peu près, je crois que je vais vous le dire après, il y a une personne sur 10 qui a ce niveau de qualité, et c'est ces personnes-là qui vont gagner les concours dans les prochaines années, moi je prends le pari. Encore en amont, ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner à la prise de parole devant un pitch, d'accord? Donc il y a des structures, il y a beaucoup de personnes qui forment au pitch. Nous on a une structure je vous en dirai un petit peu quelques mois après, une structure à respecter. Donc on n'est pas les seuls, il faut juste choisir quelqu'un qui sait vraiment ce que c'est qu'un pitch, qui est vraiment monté dans les jurys, parce qu'il y a pitch, et il y en a qui se lèvent un matin, ils se disent tiens, je vais former les gens à faire des pitchs, et ils font ça sur YouTube, et puis on voit ce que ça donne. Autre point important, il faut pouvoir répondre aux objections. Comme vous avez que 5 minutes, vous n'aurez même pas 5 minutes, vous aurez quelques minutes à répondre aux objections, vous ne pouvez pas, et puis que les décisions sont rationnelles, émotionnelles et pas rationnelles, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas forcément le temps de répondre rationnellement aux objections qu'ils vous proposent, qu'on vous fait. Donc nous, ce que l'on fait, comment est-ce que moi, mon projet coaching, je forme les personnes pour répondre aux objections. On classe les objections suivant plusieurs catégories très précises, et on liste toutes les objections dans ces différentes catégories sur votre produit. D'accord ? Parce que ce qui se passe, c'est que pour que votre produit soit vendu, il faut que vous soyez crédible, il faut que votre entreprise soit crédible, et il faut que votre produit soit crédible. Il faut les trois. Donc il y a plusieurs catégories, on fait des objections dans chacune des catégories, on récupère la principale objection de chacune des catégories, et après on utilise un outil psychologique qui est inclus au tout début de la présentation, et généralement dans l'histoire du début de la présentation, si on commence par une histoire, et on tue dans l'œuf les trois principales objections que les gens peuvent avoir sur votre produit. On les tue dans l'œuf, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de faire ça, c'est que non seulement vous ne laissez pas le cerveau en face d'être éveillé par une objection, vous tuez dans l'œuf les trois objections, et donc en fait le cerveau en face, comme disait M. Lelay, ancien dirigeant de TF1, vous faites en sorte que les cerveaux des membres du jury soient disponibles pour recevoir correctement votre information. Donc ça en fait, ça se passe par
les 3 principales objections, très précises, et les couler dans l'œuf dès le début. Ensuite, dans les autres objections, l'idéal, c'est de répondre par des histoires, par du storytelling. Donc, il y a des méthodes de storytelling qui sont très courtes, et vous pouvez faire mouche, en fait, en question. Oui. Donc, on lit ces objections, et sur chaque objection, on va créer avec des psys, ou moi-même, parce que je suis... Bon, avec 25 ans en psychologie, je commence à le faire, savoir le faire. On va faire une mini-histoire qui va répondre à l'objection, et ces histoires seront testées. On va les tester. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez apprendre par cœur ces différentes histoires. Voyez. Donc, et l'intérêt que ça va avoir à faire, c'est que ça ne servira pas uniquement devant le jury. C'est qu'une fois que les histoires, vous les aurez apprises par cœur, vous les apprenez à vos commerciaux, vous les utilisez également dans la recherche de partenaires, dans la recherche de distributeurs, dans la recherche de financeurs, tout ça, et vous n'aurez plus à réfléchir sur comment je réponds à une objection, ou là j'ai peur qu'il y ait des objections. Vous les listez, on les liste. Quand vous découvrez une nouvelle objection, vous la rajoutez, et vous utilisez une stratégie pour y répondre. Il y a plein de stratégies possibles, il faut savoir laquelle est peut-être adaptée pour vous, mais le storytelling est l'une des meilleures, en tout cas une des celles que j'utilise le plus. Il faut préparer également vos forces et vos faiblesses. Alors, vos forces et vos faiblesses de votre entreprise, de vous et de votre produit. Et ensuite, on va faire ensemble, sans travailler ensemble, imaginez, on va faire un recadrage, ce qu'on appelle en psychologie un recadrage. Soit on fait un recadrage de sens, soit on fait un recadrage de contexte, c'est-à-dire qu'on va transformer votre faiblesse en une force. C'est effectivement, pour ceux qui ont réfléchi un petit peu, mais ça me paraît, pour ceux qui ont réfléchi un petit peu, on s'aperçoit que la réalité, elle n'existe pas. En tout cas, aucun être humain n'est capable de voir la réalité. Et donc, premièrement. Et ensuite, que force ou faiblesse, c'est juste en relatif, ce n'est pas en absolu. Et c'est juste une opinion. C'est en fait une force peut être une faiblesse, et une faiblesse peut être une force. Et quelqu'un peut vous trouver très fort sur un point en question, et sur ce même point en question, un autre peut vous trouver très faible. Donc en fait, les forces et les faiblesses, dans l'absolu, ça n'existe pas. Donc l'idée, c'est de recadrer, c'est de redéfinir, avec des processus psychologiques très précis, qui ne sont pas très compliqués à avoir, on redéfinit vos faiblesses en une force. En fait, si vous me dites, voilà, ma faiblesse, c'est que mon produit ne fait pas X en question, un recadrage de sens, c'est on quoi est-ce bien que votre produit ne fasse pas X. Voilà, ça c'est un recadrage de sens. On peut faire la même chose avec une autre phrase, d'autres questions, d'autres outils, pour faire un recadrage de contexte. Une fois, à quoi ça sert ? Ça sert à pouvoir répondre à des jurys, à des personnes qui vous posent des questions, d'accord ? Et ça vous sert aussi d'être à l'aise. Parce que si vous pensez que vous avez une faiblesse, et que ça vous trotte dans une partie de votre esprit, et que vous comprenez, en passant du temps avec moi, que votre faiblesse est en fait l'une de vos plus grandes forces, je peux vous dire que vous allez booster derrière, parce que vous allez larguer un poids important que vous ayez sur vous. Donc voilà, transformer les faiblesses en force. Ensuite, ce qu'il faut faire en amont, c'est on n'écrit pas un script, on n'écrit pas un pitch comme l'on veut. Le pitch, il doit intégrer un script. Donc c'est en fait les différentes étapes par lesquelles vous passez dans un pitch. Il doit, alors je vais vous la faire courte, il y a plusieurs scripts qui existent, il y a des scripts qui coûtent plus ou moins cher, il y a à suivre, mais lorsqu'on fait un script, il doit d'abord, tout début, capter l'attention. Donc vous allez avoir un premier slide qui doit faire ce qu'on appelle en psychologie une rupture de pattern, c'est-à-dire en fait qui doit étonner la personne qui vous écoute et doit la laisser sans voix. Donc le premier slide, c'est pas choquer les gens, c'est faire un rupture de pattern. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous laissez la personne sans voix. Ensuite, vous commencez une histoire. Donc, tout de suite après, vous commencez une histoire en question. Généralement, il faut faire une histoire sur votre histoire qui a permis de créer votre produit. Et vous pouvez même faire l'ensemble du pitch intégré dans l'histoire en question. L'intérêt de l'histoire en question, certains vont m'en vouloir de le dire comme ça, c'est que la personne qui écoute votre histoire, ou quand vous écoutez une histoire, ou quand nous écoutons une histoire, nous sommes sous transe. Et on se laisse bercer par l'histoire.
Et donc, ce qu'on va vous faire avec vous, c'est que dans l'histoire que vous allez raconter, vous allez traiter les objections, vous allez traiter les bénéfices de votre produit, vous allez traiter l'ensemble des éléments importants dans l'histoire. Et ensuite, après, vous marquez des bénéfices. Oui, après, vous fermez la parenthèse de l'histoire, vous marquez des bénéfices. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de l'histoire, et vous marquez les bénéfices, et après vous continuez votre pitch, ce que vous aurez dans l'histoire mettra les personnes sous transe, et le contenu de l'histoire, et certains vont m'en vouloir, rentre directement dans l'inconscient de la personne en question. Et quand vous faites une histoire, testez ça, lorsqu'on vous raconte une histoire, le cortex, qui est le cerveau préfrontal qui sert à faire des objections, les 8 mai, etc., et qui bloque l'acceptation de ce que vous dites, le cortex, en fait, quand on raconte une histoire, il est éteint. Quand on passe à un IRM, on s'aperçoit que lorsqu'on raconte des histoires à des personnes, le cortex est totalement éteint. Et c'est ce qui se passe dans la télévision. Vous êtes dans un film, paf, après on vous balance les publicités, sans coupure, comme ça, et les publicités rentrent directement dans l'inconscient. Voilà pourquoi il faut couper les publicités même pendant les films. Est-ce que vous faites comme moi, vous appuyez sur le bouton silence de la télécommande. Donc, vous voyez, ce que je veux vous dire, bon là je vous la fais courte, mais vous avez une structure de pitch qui permet d'être beaucoup plus convaincant, qui permet de faire rentrer dans l'inconscient des personnes qui vous écoutent ce que vous avez à dire, et qui vous permet de gagner du temps par rapport à la décision derrière. Le chef d'entreprise dont je vous parlais, il a suivi un des scripts très proche de celui que je vous décris en question. Il y a eu rupture de pattern, donc mise en transe. Il y a la transe qui a continué par l'histoire en question, d'accord. Et ensuite derrière il y a les bénéfices et il est parti. Et il a gagné haut la main, alors que son projet n'était pas forcément le meilleur et n'était pas forcément le plus cohérent du concours en question. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans la partie 2. Voyez. C'est très dense, on peut vous accompagner pour faire cela, ça peut même être remboursé par le 1% formation, à certaines conditions bien évidemment, et donc ça peut ne rien vous coûter si vous le souhaitez. Il y a certains OPCA qui, en ce moment, et puis depuis quelques mois, puis je pense que ça va durer, ont des budgets d'environ 5 000 € de l'accompagnement coaching, et on peut caler en fait ce type de prestation dans ces budgets, et donc à la fin de la présentation vous pourrez nous contacter pour en savoir plus et bénéficier d'un accompagnement qui pourrait ne rien vous coûter. Pas mal. Alors, à faire le jour J. Maintenant, donc on a vu en amont, on a vu le contexte général, on a vu en amont, et maintenant on va voir pendant, qu'est-ce que je vais faire le jour J. En tout cas, le jour J, quelques minutes avant le démarrage ou quelques heures avant le démarrage. Ce qu'on enseigne à ceux qui passent, c'est des exercices de relaxation. Alors, je vais vous raconter 2-3 trucs. Lorsque certains animateurs, quelques minutes avant de passer à l'animation, l'enregistrement de leur émission, certains vont dans les toilettes ou dans une salle où ils s'isolent complètement, où ils sont sûrs de ne pas être dérangés, et ils font des exercices de relaxation et des exercices de mise en forme. Relaxation pour enlever le stress, d'accord, pour être correctement et zen, voilà. Donc ça peut être des ancrages, ça peut être des mouvements très spécifiques, ça peut être des visualisations mentales. Et ils font des exercices pour descendre le diaphragme. C'est en fait le stress a tendance à contracter les muscles, le diaphragme augmente, on n'arrive pas à respirer et la prestation n'est pas réalisée. Et donc la plupart des animateurs, des animateurs d'émissions, de radio ou télé, ont ce type d'exercice pour faire baisser le diaphragme. Certains vont danser comme des fous dans les toilettes et ressortent, ils sont en grande forme. Vous voyez, il n'y a pas de secret. Par contre, comme c'est un sujet qui ne se dit pas, là aussi, vous ne le saurez pas qu'ils ont fait ça. Et vous arrivez dans le jury, tout essoufflé, alors que d'autres ont refait ça. Donc, il y a des exercices qu'on donne à faire pour se relaxer. Deuxième point, c'est émotionnel rationnel, donc ça j'ai déjà dit. Donc oui, une décision est prise de manière émotionnelle et ensuite rationalisée, donc ça faut bien en prendre en compte. Et ensuite, donc en fait vous avez postulé un concours, on vous dit coucou, nous sommes heureux, nous sommes fiers, nous sommes heureux de vous dire que vous êtes accepté à passer dans le jury, et vous passez
le jeudi un tel à 9h05. Là, il ne faut pas passer à 9h05. Il faut appeler l'organisateur de concours et essayer de faire changer l'horaire du passage. Alors vous inventez n'importe quoi, vous inventez qu'il y a un problème de train, qu'il y a un problème d'avion, qu'il y a votre grand-mère qui est à l'hôpital, vous inventez ce que vous voulez, mais vous devez passer pas dans les premiers. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà ce qui se passe dans un psychologiquement, enfin même concrètement, sur un membre, dans les membres du jury. Vous êtes assis avec les autres membres du jury, donc on vous briefe comment se passe le jury, comment on note, vous découvrez les critères de notation, comment on note, etc., etc. Et là, passe le premier. Généralement, la notation, c'est de 0 à 5 sur différents critères, et le premier passe. D'accord? Vous imaginez, vous êtes membre du jury, le premier passe. Et là, vous n'avez pas de référentiel. Il fait sa prestation, ok, vous n'avez pas de référentiel. Donc, vous ne savez pas si vous allez mettre... Vous devez trouver la prestation très bonne, mais vous n'osez pas mettre 5, parce que vous pensez que derrière, les autres derrière vont peut-être faire mieux, donc vous ne pouvez pas mettre 5. Donc, vous ne savez pas si vous mettez 3 ou 4. Voyez? Voilà, et inversement, enfin, vous ne savez pas. Donc, le 1, le 2, le 3, ça va être toujours pareil, vous allez ajuster, etc. Et ensuite, le 4, le 5, le 6, qui va passer, ces notes vont être remises cette fois-ci par rapport au référentiel des premiers. Vous voyez, vous avez dit, voilà, le numéro 4, il a fait une meilleure prestation, mais est-ce qu'il a fait une meilleure prestation que le 2, que le 3? Enfin bref, vous allez essayer de comparer. Et bref, vous allez faire les notes de 3, 4, 5 en fonction de votre propre référentiel mental que vous aurez fait sur le 1, 2, 3. Mais ce qui se passe, c'est que rarement, vous allez dire, ah bah écoutez, le premier, je l'ai mal jugé, j'aurais pu lui mettre plus. Au bout d'un moment, on ne sait plus où on en est, on avait tellement de sujets différents, avec des gens différents, qu'on ne sait même plus où on en est au bout d'un moment. Donc vous allez difficilement revenir en arrière pour pouvoir rehausser les notes. Certains le font, mais bon, c'est difficile. Sauf l'exemple que je vous ai donné, effectivement, ça s'est passé. Donc l'idée, c'est quand même de passer s'il y a 15... alors par contre, il ne faut pas non plus se passer derrière, en dernier. Si vous passez en dernier, et vous êtes quelqu'un qui est plutôt posé, réfléchi, calme comme ça, etc., et que vous passez en dernier comme ça, alors vous êtes sûr que vous n'irez pas le concours, hein, parce que nous, les jurys, on sera déjà endormis total, parce qu'on aura été fatigués tous ceux qui sont passés avant, la journée nous aura fatigués, et en plus de vous entendre parler comme ça, alors là, effectivement, là, moi, je serais totalement endormi, vous voyez ce que je veux dire, et là, je serais bien dans la merde, entre guillemets, pour mettre la notation. Donc, non, vous pouvez passer en dernier, c'est effectivement, il y a l'intérêt on retient mieux celui qui est passé en dernier, peut-être, ça peut être une stratégie, mais on ne passe en dernier que si on a un produit qui booste, et que si vous boostez à l'oral. C'est-à-dire, en fait, vous devez arriver devant le jury en grande forme, c'est-à-dire bien manger la veille, faire du sport, avoir bien dormi, avoir un caractère optimiste, positif, pour être bien passé, pour faire une belle prestation. Sinon, vous n'avez aucune chance. Donc moi, je pense quand même que si vous avez 10 personnes qui passent, il faut passer vers, moi je dis, entre 6 et 7. Ça, c'est l'idéal. Donc vous arrangez comme vous voulez. Si c'est possible, des fois c'est pas possible, vous appelez l'organisateur, écoutez, je suis vraiment embêté, je peux pas passer en premier, j'ai ma grand-mère qui est ceci, voilà, bref, ou je viens de divorcer ceci, j'ai mon fils qui est malade, ou qui rentre à l'hôpital, vous inventez ce que vous voulez, d'accord, mais vous passez pas en premier, et pas en dernier, si vous êtes très comme ça, parlez doucement, ce qui est pas bien, ce qui est pas mal, je veux dire, pardon, ce qui est pas mal, mais, je juge pas, mais c'est comme ça. Donc, pas passer dans les premiers. Il faut faire des slides, donc ça je vais plus le mettre en amont, mais il faut faire des slides les plus pro possibles. Quand on a organisé Best Age en Allemagne, moi j'ai pris une mesure radicale en tant qu'organisateur, j'ai imposé les slides. J'ai imposé le fond, la forme, la typologie, tout, j'ai tout imposé, de façon à ce que tout le monde soit à égalité, vous voyez. Et les Allemands, comme on n'est pas en France, les Allemands ont respecté la règle. En France, on aurait dû virer la moitié parce qu'ils n'auraient pas respecté la règle. Mais bon, en Allemagne, ça marche, donc tout le monde est à égalité. De façon à ce qu'on se concentre plus, le membre du jury se concentre plus sur le fond que sur la forme en question. Comme en France, la plupart des jurys, la plupart des concours ne font pas ça,
c'est à celui qui va faire les plus beaux slides. Donc vous devez prendre si vous n'avez pas les moyens de prendre une agence de communication, vous prenez un pote, n'importe quoi, vous prenez un pote qui est fan là-dessus, un freelance, n'importe quoi, mais vous devez faire des beaux slides. Et vous devez mettre le niveau assez élevé des beaux slides. C'est en fait pas comme ceux que je viens de faire aujourd'hui, parce que là on les a fait comme ça, parce que c'est un webinaire, c'est un peu différent. Là je vais vous montrer du fond, pas forcément la forme, mais vous devez, et encore, il y a une forme quand même cachée dans ce que je vous dis quand même, mais vous devez faire des slides très très bons. Un jour, la présentation hyper bien que j'ai fait au niveau du slide, c'était à Aging Fit, il y a 2 ans je crois, à Nice, ou il y a 3 ans, je ne sais plus. Et il y a une directrice marketing d'une entreprise de portugaise qui a fait des slides mais magnifiques. Alors je ne sais plus le nom du logiciel, c'est un logiciel qui est que sur Mac apparemment. Et vous avez une image en fait qui est très très longue. Et quand vous passez d'un slide à un autre, l'image en fait se décale. Mais vous êtes toujours sur la même image. Vous avez le texte qui vient de s'afficher sur une image qui se décale. Voilà. Bon, je vous la fais courte. Avec des choses qui bougent, mais pas trop. C'est pas des trucs qui bougent de PowerPoint. Hein, c'est vraiment des trucs très très bien. Et à la fin, je lui dis, mais comment est-ce que vous avez fait ça, mon Dieu moi, j'y arrive pas, en fait. Et elle me dit, c'est notre agence de relations de presse, une agence de relations de com qui a fait ça. Elle m'a dit, je vous donnerai le logiciel. Et effectivement, c'est un logiciel qui est sous Mac. Donc, malheureusement, moi, je ne suis pas sous Mac, donc je ne peux pas pu l'utiliser. Donc, on ne le fait pas comme ça, mais franchement, c'était super. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les 5 premières secondes sont les plus importantes. C'est-à-dire qu'en fait, si vous arrivez comme ça, on est cramé. Si vous arrivez débraillé, vous êtes cramé. Si vous avez une chemise mal repassée, comme moi aujourd'hui, j'ai pas repassé, vous êtes cramé. Si vous dites bonjour qu'au président du jury, vous êtes cramé. Vous devez regarder tout le monde tout de suite, dire bonjour tout le monde à tout de suite, d'accord ? Si vous rentrez dans la salle et que vous voyez qu'on doit vous annoncer, oui, ou qu'on doit vous devez rester neutre dans le coin de la salle, et dès que le président du jury vous dit d'avancer, vous devez faire une bonne impression, donc c'est marcher de manière dynamique, et regardez tout de suite, tous les membres du jury. Vous faites le tour de la table pour essayer de voir tous les membres du jury, un par un, d'accord ? Un par un. Ça c'est important, non ? On fait pas, en 5 secondes, on fait pas les membres du jury, mais vous devez choper le regard de tous les membres du jury. Alors il y a 2 façons de faire. En fait, il y a 2 façons de faire. Psychologiquement. Soit en fait, dans une présentation, mais c'est valable aussi pour une conférence, non, pour une réunion, pas une conférence, pour une réunion, soit vous regardez tous les membres, soit vous devez choper le regard de tous les membres du jury. Et, un petit astuce psychologique, que normalement les psychologues ne disent pas, vous devez regarder chaque personne dans l'œil gauche, dans son œil gauche en question. Bon, ça, je vous laisse regarder sur Internet, vous verrez pourquoi. Donc, vous devez choper le regard de chaque personne en question. Donc, soit vous regardez le regard de toutes les personnes en question, soit très rapidement, et ça c'est ce qu'on fait en conférence ou en réunion où il y a plus de monde, très rapidement, vous devez identifier dans la salle, généralement, on en fait deux. Si vous êtes devant un jury qui est en U, en fait, comme ça, vous devez choper 2 personnes ici, donc oui, un U avec 10 personnes. Mais ce que ça veut dire qu'en fait, il doit y avoir 3 là-dessus, 3 là-haut, et puis 4 là. Après, bon, il y a plus que 10. Dans ce que je viens de dire, c'est pas grave. Donc 10 membres du jury en forme de U, et vous êtes ici, vous parlez. Vous devez choper, vous devez identifier très rapidement les 2 membres du jury qui sont là-haut, et 2 qui sont ici, d'accord ? Voilà. Et vous allez parler qu'à ces 4 impressions. Qu'à ces 4. C'est en fait, votre regard doit faire ça, tout le temps comme ça. Voilà. D'accord ? Et si vous êtes dans une grande salle, vous devez faire pareil, voilà. Ce qui va se passer, en fait, c'est que les 4 personnes en question, vous allez regarder. Alors, c'est vrai que c'est mieux que si, en plus, vous les connaissez et que vous savez que c'est comme des leaders, d'accord ? Ceux qui sont les plus critiques. Si vous avez des personnes qui ont l'habitude de critiquer, vous devez les regarder, d'accord ? Voilà. Vous devez les regarder. Et ce qui va se passer, c'est que ces personnes-là vont se sentir privilégiées quelque part, inconsciemment privilégiées parce que vous les regardez. Et les autres à côté, qu'est-ce qui va se passer ? Elles vont se dire, moi aussi tu me regardes, moi aussi tu me regardes, moi aussi tu me regardes. Et donc en fait, elles vont vouloir se sentir concernées et vont être attentifs à attirer votre attention. D'accord ? Donc vous avez les 2 façons de faire. Donc, dans un petit groupe, vous devez regarder tout le monde. Dans un grand groupe, vous pouvez commencer à regarder que quelques personnes en question. Ça, c'est voilà.
Un point que j'ai pas dit, très important, c'est que vous allez toujours avoir des personnes qui sont en polarité. C'est en fait qui sont polarisées. C'est en fait qui vont toujours dire l'inverse de ce que vous dites. Vous voyez, c'est votre maman qui vous dit, vous dites tiens maman t'as fait ça, et puis elle vous dit oui mais mon fils, oui mais moi j'ai vécu ça, oui mais c'est les gens qui font oui mais, ou les gens qui sont en polarité forte qui vous disent mais votre truc ça marche pas, c'est débile. Donc prenons l'histoire du début dans le script en question. Vous devez expliquer très clairement que ce que vous dites, il y aura bien sûr des objections. Oui, vous devancez des objections. Dans ce que vous dites, il y aura des objections. Et d'ailleurs, j'adore que l'on dise que l'on n'est pas d'accord avec moi. Quand je commence une présentation, je fais ça comme ça. J'insère cette phrase. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le. J'adore que l'on dise qu'on n'est pas d'accord avec moi. Ce qui va se passer, c'est que les personnes qui sont polarisées, puisque vous leur avez dit que c'était normal de ne pas être d'accord avec vous, et que vous adorez, et que vous les poussez à le dire, comme elles sont polarisées, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles ne vont pas parler. Et donc vous court-circuitez psychologiquement les gens qui sont polarisés, et les gens qui sont polarisés dans un jury, c'est très important, ce sont ceux qui, lorsque vous êtes partis, vous crament aux yeux des autres. Oui, donc il y a des méthodes stratégiques possibles pour, d'ailleurs qu'on peut utiliser sur des amis si vous voulez, ou dans la famille, pour pouvoir contrôler les personnes qui sont polarisées et qui vous disent tout le temps oui mais, et qui ne sont pas d'accord tout le temps avec ce que vous dites. Il faut expliquer son offre. Alors, oui, il faut expliquer son offre et le potentiel réel lors de slides. C'est en fait, il faut faire des bullet points. C'est ce qu'il y a de mieux. Hein, c'est ce qu'on d'ailleurs fait. La plupart des dirigeants sont formés au bullet point. Donc, vous pouvez penser que dans le jury, vous aurez toujours des bullet points. Il ne faut pas faire de slides avec des phrases longues. On n'est pas chez les chercheurs là. On répond à des appels d'offres, des appels à projets. Donc, on doit faire des bullet points, des tirés avec des phrases. À l'affirmatif, à l'affirmatif. Vous devez présenter, j'ai déjà dit, des résultats d'études ou de réflexion, d'expérimentation, c'est très important, notamment maintenant, puisqu'en fait on s'est suffisamment fait avoir membre du jury par des projets qui étaient intéressants et qui au final ne marchent pas du tout, et qu'on se sent un peu idiot, pour pas dire plus, d'avoir donné une bonne note à un projet qui s'est écroulé derrière, qui n'a aucun potentiel. Ouais, bon, pour l'amour propre, ça s'en fout un coup. Et donc, vous présentez ça, mais en quelques slides. Il faut donner, par exemple, si vous donnez des chiffres, vous donnez 2-3 chiffres très importants pour montrer. C'est pas pour montrer que vos chiffres sont exacts, c'est pas ça le truc. C'est juste pour montrer en 4 minutes que vous connaissez votre sujet, que vous l'avez testé, qu'il répond à une demande, et dont vous connaissez les résultats. Et si vous regardez encore une fois, la semaine prochaine, ça va apparaître, l'interview d'Eliott de ETT Neuropsycho, vous verrez que effectivement, dans l'entretien, je l'ai orienté avec mes questions, mais il a les données qu'il faut, et même si je n'ai pas été voir ces données, il m'a convaincu. Alors qu'il aurait pu me donner des données totalement bidons. Hein. Bref, donc voilà. Donc c'est pas la véracité des données qu'il faut, c'est vraiment, ça aussi, on peut montrer, c'est quand même mieux de montrer des données exactes, mais si vous montrez des données qui en fait, dans le jury, vous devez juste faire croire, vous devez juste avoir la confiance des membres du jury sur vous, sur votre entreprise, votre produit. C'est juste ça. Donc, regardez les membres du jury dans les yeux, ça j'ai déjà dit. Et ensuite, il y a un sujet, donc on va revenir ici, on va passer directement à l'utilisation. Vous savez qu'en psychologie, il y a les visuels, les auditifs et les kinesthésiques. D'accord, je pense que vous avez tous appris ça. Les visuels sont les gens comme moi qui pensent en images. Les auditifs sont ceux qui écoutent vraiment les sons et qui sont très bons en musique classique, qui sont les voix qui sont un peu plus limpides. Les animateurs de radio sont essentiellement auditifs. Et ensuite, vous avez les kinesthésiques qui, eux, parlent plus lentement comme ça et qui ont besoin d'être touchés, ou en tout cas qui font attention à leurs sensations, à leurs sentiments. Donc, si vous postulez à un jury, postulez à un concours et que vous voyez un jury, pendant le pitch en question, vous pouvez, avec mesure, il faut le cerner quand même, faire circuler votre produit au sein du jury.
Et là, vous allez gagner du temps. C'est en fait, vous allez commencer votre présentation. Donc, vous faites d'abord le rupture pattern, l'histoire en question, d'accord, et vous commencez à faire circuler votre produit après la fin de l'histoire en question. De toute façon, parce que le cerveau est compris l'histoire, et après vous faites circuler. Ce qui va se passer, et moi j'ai vu ça, c'est génial, un produit circule dans le jury, ah bah ça a planté le timing de l'organisateur, parce qu'effectivement, tous les membres du jury voulaient voir et toucher le produit en question. Donc, ça a deux intérêts, c'est toucher le produit, vous satisfaisez les 30% qui sont kinesthésiques, et s'ils ne touchent pas, ils auront vraiment du mal à vous noter, et en plus, vous gagnez du temps dans votre présentation. Dommage pour les suivants, mais ça plante un petit peu le timing des membres du jury. Ensuite, alors les visuels, vous devez faire des slides très très beaux pour les visuels. Les auditifs, vous devez parler de manière distincte et plutôt en mots auditifs, donc ça c'est trop difficile à faire si vous ne savez pas le faire, on ne peut pas vous l'apprendre en quelques semaines, même quelques jours, ça demande un apprentissage. Mais par contre, les visuels, c'est les images, des photos, il faut qu'il y ait des photos. Oui, il y a un point que je vais vous rajouter, mais que je n'ai pas mis ici. Et il faut également expliquer le pourquoi des choses. C'est-à-dire, en fait, on s'aperçoit que les 30% qui sont kinesthésiques, et il y en a plus dans les jurys, pour une raison que je n'ai pas envie de vous expliquer, mais il y en a plus dans les jurys, c'est les personnes qui ne savent pas comprendre si votre produit, votre service, qui ne savent pas comprendre si c'est ce que leur propose, et bien, tant que vous n'avez pas expliqué le pourquoi de votre produit, votre service. Et ce qui se passe, c'est que si vous êtes comme moi, moi je suis visuel auditif, en fait on est deux des trois principaux, moi je suis visuel auditif, donc je parle plus vite que la moyenne et plus vite que les kinesthésiques. Quand vous me parlez, vous n'avez pas besoin d'expliquer le pourquoi, donc moi comme je suis visuel auditif, si je ne fais pas attention, j'aurais tendance à ne pas expliquer le pourquoi des choses. Donc j'ai appris à le faire, à expliquer le pourquoi des choses pour convaincre également les 30% de kinesthésiques. Sinon, si vous êtes comme moi, visuel kinesthésique, visuel auditif ou auditif visuel, et que vous n'avez pas l'habitude donc naturellement d'expliquer le pourquoi des choses, vous en larguez 30%. Et si vous êtes auditif kinesthésique ou kinesthésique auditif, vous aurez tendance à faire des slides sans images en question. Et vous devez mettre des images en question pour satisfaire les visuels. Vous voyez, et on est quand même environ 60% des Français à l'heure actuelle, même les Européens, sont visuels en premier. Ou visuels en premier, ou en deuxième, en tout cas sont visuels. Ensuite, vous avez toute une rhétorique, mais ça, on ne va pas rentrer dans le détail, ça fait beaucoup trop de choses pour aujourd'hui. Il y a des rhétoriques psychologiques qui sont utilisées, alors que nous, imaginons qu'on fasse un accompagnement coaching avec vous, on va écrire le script ensemble, sur une syntaxe de script, et les phrases, vous allez devoir les apprendre par cœur. Mais par cœur. C'est pas... en fait, vous n'aurez pas à lire, vous aurez juste quelque part un pense-bête avec des noms, avec des mots, et encore, et vous ne serez pas dans la phase... voilà, lui on entend, c'est un discours appris par cœur. Non, c'est par cœur du par cœur. C'est en fait, vous serez dans la troisième étape, où votre discours sera fluent, on dit fluent en anglais, naturel. Donc voilà. Et donc là, on va également vous aider à utiliser la rhétorique psychologique. Alors, que faire maintenant ? Il y a environ 1 personne sur 10, en moyenne, qui applique en partie ce que je viens de vous dire dans cette présentation. 1 personne sur 10, ça veut dire que vous allez avoir peu de chances de gagner par rapport à cette personne-là, si bien sûr elle applique correctement ce qui est dit. Donc, il y a de plus en plus de pros du pitch, et pour moi, si vous n'avez pas travaillé votre pitch, si vous n'avez pas construit un pitch qui est communicant, enfin qui est persuasif, si c'est votre premier pitch, je pense qu'il ne faut pas participer à un concours. Il vaut mieux pas participer que participer de manière médiocre et de vous donner une mauvaise image. Parce que imaginons que vous ne sachiez pas faire un pitch correctement, que vous fassiez la publicité pour appeler à voter pour vous sur les réseaux sociaux,
et que votre prestation n'est pas bonne et que vous n'êtes même pas dans les lauréats, il y en a qui vont vous dire sa solution n'est pas bien en question. Donc c'est soit vous le faites bien, soit on ne le fait pas bien, ça c'est mon avis. Donc, dans ce que je vous ai dit, on va laisser la vidéo en ligne sur YouTube, sur Vimeo, comme ça vous pourrez y revenir régulièrement. Je vous propose de prendre les éléments que je vous ai dit, et ensuite après, donc vous avez deux possibilités, soit vous le faites vous-même ou par quelqu'un d'autre, soit vous le faites avec nous, il y a deux possibilités. C'est en fait, ce que je vous conseille, c'est de prendre élément par élément. Ça sert à rien de vouloir tout faire. Voyez. Et puis il y a des choses que vous pouvez sous-traiter également ou déléguer également. Donc prenez élément par élément et construisez, trouvez un script, ou alors travaillez avec nous pour qu'on applique un script, et appliquez élément par élément, et perfectionnez-vous élément par élément. On n'apprend pas à faire un pitch en 5 heures, ça c'est pas vrai. C'est en fait celui qui vous fait une formation en vous disant que vous saurez faire un pitch en 5 heures, oui, vous aurez des outils, s'il est bon, pour mieux parler en public. Votre pitch sera mieux réussi que là où vous en étiez. Mais ça ne va pas remplacer tout ce que je vous ai dit, le réseau pattern, l'histoire, la préparation, les slides, etc. Ça ne va pas le faire. Alors ça reste compliqué, donc si vous le souhaitez, vous allez pouvoir bénéficier avec nous d'une session stratégique gratuite. C'est en fait, on vous offre, puisque vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin, on vous offre la possibilité d'échanger avec nous sur le concret, hein, c'est non commercial, d'échanger avec vous sur votre problématique, pour vous donner les premiers éléments. En 1 heure, on n'a pas le temps de tout faire, bien évidemment, hein, on ne va pas se mentir, mais pour vous donner des principaux outils, une sorte de feuille de route qui sera personnalisée pour vous. Vous donnez une feuille de route que vous pourrez suivre, c'est ce qu'on va vous donner au téléphone pendant 1 heure. Donc on va d'abord bien vous écouter, comprendre vos problématiques, comprendre la cohérence du concours par rapport à ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui est important pour vous, vos objectifs, vos obstacles, qu'est-ce qui vous pousse à passer votre concours. Ça vous fera, si c'est pas cohérent, on vous le dira, ça vous fera économiser de l'argent et du temps, et peut-être on vous orientera vers un concours plus cohérent avec vous. On peut également vous donner des noms pour tester votre idée, ou faire rencontrer des personnes qui vont vous faire améliorer votre produit, etc. Et ensuite, on va vous donner une piste d'action, enfin une piste d'action, et une sorte de prescript que vous pourrez déjà utiliser pour largement améliorer. À la fin de cette heure en question, on vous laisse tranquille. C'est à vous ensuite de définir si l'heure en question a été bénéfique ou pas, et si vous voulez travailler ou pas avec nous, sachant qu'actuellement, bien sûr, en moyenne, ce qui se passe, c'est qu'il y a 1 heure en question. Ensuite, à la fin de l'heure, on donne des renseignements sur comment pouvoir financer ou se faire financer, donc ça ne vous coûte rien, cet accompagnement de coaching, coaching accompagnement, il y a quand même des critères pour être éligible, mais en tout cas, une grande partie des acteurs peuvent en bénéficier en présentant correctement. Ce qui se passe, nous on ne vous relance pas derrière, parce que je ne veux pas travailler avec des gens qui ne sont pas motivés. On veut travailler uniquement, enfin on choisit nos clients, on a la chance de pouvoir faire ça, puis le droit d'ailleurs, puisque c'est les services d'entreprise, donc on choisit nos clients, et moi je préfère largement travailler des gens qui sont positifs, optimistes, qui apprennent beaucoup, plutôt que des personnes qui auront beaucoup de budget, qui vont nous faire travailler, et puis que derrière vont nous critiquer. Donc voilà pourquoi il y a l'heure en question, donc profitez de l'heure en question, et ensuite on vous laisse tranquille, vous pouvez revenir ou pas derrière avec nous pour définir. Si vous voulez, après l'heure en question, vous gardez les éléments que vous avez, et si vous voulez qu'on vous accompagne sur le court terme, ça peut être financé, si vous êtes éligible, en grande partie, et ça vous permettra de remporter plus de pitch, ce qui veut dire développer votre produit, votre service, ce qui veut dire, lui, peut-être vous développer et gagner bien sûr plus d'argent, ou vous réussir votre projet tel que vous l'avez espéré ou voulu. Je vous laisse accorder la personne à contacter chez nous pour prendre rendez-vous, si vous le souhaitez, pour cette session stratégique gratuite. Prenez rendez-vous et à bientôt.